Cette nuit sans lune semblait ordinaire, jusqu'à ce que 6 signaux faibles perçant le silence du ciel burkinabé. Leur alignement presque parfait contrastait avec leur intensité minime, laissant entendre qu'une dynamique bien plus large pouvait naître de vibrations jugées insignifiantes, capables de déplacer un équilibre stratégique sans provoquer d'alerte immédiate. Que se passe-t-il lorsqu'une accumulation d'anomalies discrètes passe sous le radar collectif et qu'Ibrahim Traoré comprend que le pays Jas est déjà observé plus qu'il ne l'imaginait. Un basculement discret mais irréversible prenait forme. La promesse de cette séquence est claire. Montrer comment des indices jugés mineurs ont fini par structurer une réponse stratégique précise, disciplinée et mesurable. Pour le lecteur, l'enjeu est immédiat. Comprendre comment un État peut perdre ou renforcer sa marge de manœuvre simplement par sa capacité à interpréter des signaux faibles avant qu'ils ne deviennent visibles pour tous. Au cœur du récit se trouve un risque rarement formulé explicitement. Lorsqu'un territoire laisse passer des anomalies faibles sans les rendre les relier entre elles, il ouvre un couloir silencieux où des pressions extérieures peuvent s'installer sans provoquer de réaction formelle. Ce n'est ni l'attaque frontale ni la crise déclarée qui fragilise d'abord la souveraineté, mais l'accumulation de micro-écarts mal lus. L'intérêt n'est donc pas seulement sécuritaire, il est méthodologique. Lire ces événements, c'est apprendre comment une vigilance collective se construit, comment elle échoue parfois, et pourquoi certaines décisions prises très tôt pèsent davantage que des moyens technologiques plus tardifs. 6 signaux anormaux, alignés sur une même trajectoire nocturne, furent détectés en moins de 4 minutes. Ce rythme inhabituel, associé à une altitude stable proche de 900 mètres, suffisait déjà à exclure une simple variation naturelle et révélait un schéma en formation. Cette première lecture constitua un basculement silencieux. Ce qui aurait pu rester une curiosité technique devenait un indice stratégique car la répétition méthodique indiquait une intention progressive plutôt qu'un accident isolé. Les opérateurs comprirent que la faiblesse apparente des signaux n'était pas une limite, mais une méthode, avancer sans franchir de seuil visible. Dans le contexte burkinabé, cette découverte prenait un relief particulier. Le ciel avait longtemps été perçu comme un espace secondaire, surveillé mais rarement contesté de manière active. Or, ces trajectoires discrètes révélaient une autre réalité, celle d'un territoire observé par fragments, évalué par touches successives sans jamais déclencher d'alarme formelle. Les rapports issus des avant-postes commencèrent alors à converger. Des variations lumineuses, semblables, furent signalées dans le nord puis au centre, toujours selon des axes réguliers, souvent au-dessus de zones de passage stratégiques. Chaque relevé isolé semblait anodin, mais leur mise en cohérence dessinait d'un réseau invisible parcourant le territoire. Cette accumulation transforma la lecture globale. La menace ne se manifestait pas par une rupture horaire brutale, mais par une infiltration lente dans les interstices de la surveillance. Lorsque ces données consolidées parvinrent à Ibrahim Traoré, la logique devint évidente. Quelqu'un testait la réactivité nationale de manière progressive, patiente, presque pédagogique. Il ne s'agissait pas de frapper, mais de mesurer, d'observer les temps de réponse et les angles morts. Cette prise de conscience replaça chaque anomalie, passée dans une chaîne causale cohérente. Ainsi, le Burkina Faso passait d'une perception fragmentée à une compréhension systémique. Le ciel cessait d'être neutre. Il devenait un espace disputé où les signaux les plus faibles pouvaient annoncer des choix stratégiques majeurs. À mesure que les données s'agrégeaient, un rôle discret mais décisif émergea, celui des opérateurs des postes avancés, devenus les premiers interprètes d'un ciel en mutation. Leur mission ne se limitait plus à consigner des anomalies isolées. Ils reliaient désormais des fragments, cherchant une continuité là où il n'y avait auparavant que des incidents épars. Cette transition transforma une routine technique en lecture stratégique. Un cas, parmi d'autres, cristallisa ce changement. Dans le secteur de Kaya, un soldat nota 3 soirs consécutifs une trajectoire identique à vitesse constante entre deux collines peu surveillées. Sa première alerte fut classée sans suite. La répétition, en revanche, imposa une relecture. Le signal devenait un point d'ancrage. Plus au sud, une équipe technique observa des micro-coupures suivant un itinéraire similaire, comme si une présence distante cartographiait progressivement les limites de la vigilance nationale. Ces deux microcas, mis en parallèle, révélèrent un effet immédiat. La perception du risque se déplaçait du spectaculaire vers l'infime. Ce n'était pas l'exception qui comptait, mais la régularité.
Les opérateurs cessèrent de se demander si une anomalie était grave. Ils se demandèrent si elle était répétée. Cette bascule méthodologique produisit un premier impact concret. Les rapports gagnèrent en précision, les délais de transmission se réduisirent, et les anomalies faibles cessèrent d'être filtrées par excès de prudence. Ibrahim Traoré reçut alors non plus des alertes isolées, mais une narration cohérente du terrain. Et c'est là l'essentiel. La vigilance naît quand les détails cessent d'être ignorés. Avant ce moment, les anomalies relevaient encore de l'observation diffuse. Après, elles devinrent un déclencheur opérationnel. La transition se fit sans annonce officielle, presque imperceptiblement, lorsque les signaux jusque-là dispersés franchirent un seuil de cohérence suffisant pour exiger une réponse structurée. Ce passage du avant, flou au attrapé, organisé, marqua l'activation réelle du dispositif burkinabé. La première phase fut celle de l'éveil. Les rapports accumulés des semaines précédentes furent relus à la lumière des nouvelles données. Des motifs apparurent en là où il n'y avait que des coïncidences. Les trajectoires se superposaient, les horaires se répétaient, les zones concernées correspondaient à des axes sensibles. Cette relecture transforma des fragments techniques en une chronologie implicite. Les équipes comprirent que l'intrusion avançait par paliers, testant les seuils sans jamais les dépasser frontalement. La montée vers le point de tension s'opéra en quelques heures. Un soir, un opérateur détecta une variation nette de fréquence, régulière, trop stable pour être accidentelle. Les rapports affluèrent presque simultanément depuis plusieurs secteurs. Des lumières ténues furent observées aux frontières, à des vitesses constantes, défiant toute explication atmosphérique crédible. Lorsque ces données convergèrent, Ibrahim Traoré fut confronté à un faisceau d'indices qui excluait désormais l'hypothèse de l'aléa. Le ciel n'était plus observé, il était sondé. Le pic survint peu après minuit. Un appareil inconnu traversa 3 zones distinctes en moins de 4 minutes. Sa trajectoire ne correspondait à aucun couloir aérien enregistré. Les radars, bien que récemment ajustés, peinèrent à le suivre. Cette incapacité momentanée révéla une vérité inconfortable. L'intrusion n'était pas improvisée. Elle testait le calibrage, mesurait la réactivité, évaluait les marges de réponse. Quelques heures plus tard, un second passage confirma cette lecture. L'altitude fut volontairement abaissée comme pour contourner les détecteurs renforcés. La phase d'exploration touchait à sa fin. Face à cette accélération, le commandement entra dans une zone de décision contrainte. Les moyens restaient limités. Pas de technologie de pointe en abondance, pas de capacité de brouillage avancée. Mais une ressource demeurait disponible. L'adaptation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les équipes fusionnèrent les relais, consolidèrent les postes et transformèrent un réseau fragmenté en un dispositif continu. L'objectif n'était pas l'interception immédiate, mais la réduction des angles morts. Les premiers effets apparurent rapidement. Les trajectoires, auparavant erratiques, commencèrent à former des cercles d'exploration autour d'infrastructures précises. Cette prévisibilité relative redessina la carte du risque. Les drones approchaient plus près, mais leurs mouvements devenaient lisibles. Le Burkina Faso entrait alors dans une phase nouvelle, celle où chaque donnée, même tardive, pouvait encore infléchir la dynamique. La période de résonance qui suivit confirma l'ampleur du basculement. Le territoire n'était plus passif, il réagissait, apprenait, s'ajustait. L'intrusion avait déclenché un processus irréversible, la transformation d'une vigilance dispersée en réponse stratégique. La clarification passa par l'établissement d'une ligne de base solide, condition indispensable pour interpréter correctement chaque variation observée. Pendant près de 3 semaines, les signatures détectées se maintinrent autour d'une altitude stable de 900 mètres. Ce niveau constituait un compromis tactique, suffisamment élevé pour contourner des radars classiques, mais encore lisible pour des capteurs récemment recalibrés. Cette constance donna l'illusion d'un phénomène maîtrisable, presque prévisible. Elle installa un faux sentiment de temps disponible. Le premier delta apparut lorsque cette stabilité fut rompue. Un appareil descendit soudainement à 1500 mètres, brisant un équilibre que les opérateurs pensaient déjà comprendre. Une telle baisse n'est jamais anodine. Elle accroît la visibilité de l'intrus, mais réduit aussi la marge d'erreur du système de défense. Ce choix révélait une adaptation consciente visant à contourner une grille de surveillance renforcée. Pour Ibrahim Traoré, ce changement d'altitude marquait un seuil critique. L'adversaire ne se contentait plus d'observer, il ajustait activement ses trajectoires en fonction des réponses nationales. Un second indicateur confirma cette lecture. La vitesse moyenne d'environ 400 km
막 1400 km/h, remarquablement homogène lors des premières incursions, suggérait un protocole automatique conçu pour limiter les écarts. Une vitesse constante indique souvent une exploration prudente, sans interaction humaine directe. Cette hypothèse domina brièvement l'analyse. Elle s'effondra lorsque des variations soudaines furent relevées: accélération brève, ralentissement calculé, oscillation nette. Une vitesse variable traduit un pilotage adaptatif, attentif aux réactions du dispositif surveillé. L'intrusion cessait d'être mécanique, elle devenait interactive. Le troisième paramètre acheva de structurer l'évidence. Les trajectoires, auparavant dispersées, commencèrent à se répéter autour des mêmes infrastructures, aux mêmes distances, selon des intervalles identiques. Des cercles quasi parfaits se formaient, puis se reproduisaient. Une telle répétition exclut l'erreur ou le hasard. Elle signale une volonté méthodique de cartographier un périmètre précis. L'altitude, la vitesse et la géométrie des tracés composaient désormais un ensemble cohérent. Ces trois mesures, mises en relation, dessinèrent une progression claire, une phase d'observation stable, un ajustement altimétrique ciblé, une adaptation dynamique de la vitesse. Chaque delta répondait à une réaction burkinabé. Cette interaction constante révélait une dépendance inattendue. L'adversaire affinait ses essais en fonction de la grille de surveillance nationale. Une technologie totalement supérieure n'aurait pas eu besoin d'ajuster aussi fréquemment ses paramètres. Les ingénieurs recalibrèrent alors les seuils de détection selon ces deltas précis. Chaque variation, même minime, devint un déclencheur d'alerte. Les postes du nord et du sud synchronisèrent dans leurs relevés. Le pays passa d'une lecture hésitante à une surveillance disciplinée et continue. Ibrahim Traoré comprit que l'attaque n'était plus une hypothèse abstraite. Elle suivait une trajectoire mesurable. L'adversaire n'explorait plus les marges. Il évaluait la résistance. Deux lectures opposées émergèrent lorsque les premières données consolidées furent mises en débat. La première, résolument confiante, soulignait la capacité d'adaptation démontrée par le dispositif national. Les altitudes repérées, les vitesses mesurées et les trajectoires répétitives prouvaient qu'un réseau vieillissant pouvait néanmoins capter des variations significatives. Selon cette approche, la logique était simple. Si les intrusions révélaient déjà leur schéma préférentiel, mêmes zones, mêmes horaires, mêmes axes, alors une surveillance synchronisée suffisait à anticiper chaque nouvel essai. Rien, dans les relevés initiaux, ne suggérait une menace hors de portée. La seconde lecture adoptait une posture nettement plus prudente. Pour ce camp, les appareils détectés ne représentaient peut-être qu'une phase d'essai limitée. Les drones observés, bien que sophistiqués, n'avaient pas encore déployé leur pleine capacité technologique. Aucun élément ne garantissait qu'un modèle plus rapide, plus furtif ou mieux piloté ne puisse franchir les défenses sans difficulté. Dans cette perspective, les variations observées, baisse d'altitude, fluctuation de vitesse, traduisaient des ajustements tactiques, non un engagement réel. La riposte actuelle, aussi disciplinée soit-elle, restait fragile face à une escalade qualitative. Pour dépasser cette opposition, les analystes revinrent aux données brutes. Les relevés montraient que chaque modification de trajectoire suivait une réponse burkinabé précise. Les intrus ajustaient leur altitude après chaque recalibrage radar, modifiant leur vitesse suite aux tentatives de verrouillage et répétaient leur cercle dès qu'un segment devenait moins surveillé. Cette interaction constante révélait un fait central. L'adversaire dépendait du dispositif local pour affiner ses essais. Une technologie largement supérieure n'aurait pas nécessité autant de corrections successives. Cette dépendance suggérait une marge de manœuvre réciproque. Le Burkina Faso ne contrôlait pas totalement l'espace aérien, mais il perturbait déjà la logique adverse. La lecture la plus robuste ne résidait donc ni dans l'optimisme total, ni dans le pessimisme absolu. Elle reconnaissait une interdépendance dynamique où chaque ajustement national contraignait l'intrusion. Dans cet équilibre instable, la vigilance restait l'arme principale. La triple signature captée presque simultanément fit comprendre que la phase d'observation était terminée. Jusque-là dispersées, les trajectoires se resserraient autour de zones définies, révélant une intention coordonnée et plus intrusive que les cercles exploratoires précédents. Les recoupements venus du nord et du centre indiquaient une convergence nette, comme si les appareils cherchaient à mesurer la réaction du pays face à une pression synchronisée. Il ne s'agissait plus d'essais isolés, mais d'une répétition générale. Cette révélation modifia brutalement la lecture stratégique. Les données montraient que le territoire n'était plus seulement surveillé par fragments, mais sondé dans sa profondeur.
La simultanéité des signaux et la précision des tracés excluaient toute ambiguïté. Le ciel burkinabé cessait d'être un espace neutre pour devenir un espace contesté, structuré par des volontés opposées. Pour Ibrahim Traoré, ce moment charnière marquait une bascule psychologique autant qu'opérationnelle. Les anomalies n'étaient plus des indices à interpréter, mais des preuves d'une phase nouvelle. La pression n'avançait plus par touches discrètes, elle se manifestait par une coordination assumée. Cette prise de conscience redéfinissait les priorités, réduire les délais, resserrer la chaîne décisionnelle et accepter que l'hésitation devienne un coût. À partir de cet instant, chaque minute comptait. La dynamique avait changé. Le temps de la simple lecture était clos. Celui de l'anticipation contrainte commençait. Lorsque la convergence des trajectoires fut confirmée, les effets se propagèrent presque immédiatement dans 4 sphères essentielles. Ce basculement ne modifiait pas seulement une lecture technique. Il redéfinissait des comportements institutionnels, économiques, sociaux et régionaux. Ibrahim Traoré comprit alors que chaque minute de latence pouvait créer une faille exploitable. La vigilance devenait une architecture collective, non un simple réflexe. Du côté de l'État, les institutions furent les premières touchées. La synchronisation imparfaite entre certains relais révéla des délais qui, dans un contexte de pression coordonnée, pouvaient fragiliser l'ensemble du dispositif. La réponse consista à recentrer la coordination autour d'un noyau décisionnel restreint, capable de diffuser des instructions sans distorsion. Cette centralisation améliorait la réactivité, mais exposait aussi la dépendance à des infrastructures vieillissantes. L'État gagnait en cohérence ce qu'il risquait en flexibilité. Du côté des entreprises, celles opérant dans les secteurs miniers et logistiques ressentirent rapidement les répercussions du survol répété des corridors économiques. Des perturbations brèves affectèrent certaines communications internes. Isolées, elles paraissaient négligeables. Répétées, elles suffisaient à modifier la perception du risque parmi les investisseurs. Les opérateurs renforcèrent alors leur protocole de continuité, non par anticipation d'une attaque, mais pour réduire l'incertitude opérationnelle. La pression diffuse remodelait déjà les pratiques industrielles. Pour les citoyens, notamment dans les zones rurales, l'impact fut plus subtil, mais tout aussi réel. Les habitants observèrent des lueurs inhabituelles dans des nuits autrefois calmes. Ces signes, discrets mais répétés, installaient un climat d'interrogation. Les autorités durent élaborer des messages simples pour éviter la propagation de rumeurs, tout en reconnaissant implicitement l'existence d'une situation nouvelle. La confiance dépendait désormais de la lisibilité de l'information, plus que de sa technicité. À l'échelle régionale, les pays limitrophes furent également concernés. Les couloirs suspects dépassèrent les frontières nationales, révélant une dynamique régionale. Cette prise de conscience incita à envisager une coordination sécuritaire prudente. Les discussions restaient exploratoires, mais elles posaient les bases d'une solidarité émergente. Le ciel sahélien apparaissait comme un espace partagé où les vulnérabilités ne pouvaient plus être gérées isolément. Réunies, ces 4 conséquences montraient que l'intrusion n'était plus un épisode technique. Elle transformait durablement la manière dont le Burkina Faso se gouvernait, produisait, communiquait et se situait dans son environnement régional. Sur l'horizon des 6 à 12 mois suivant la convergence des trajectoires, 3 scénarios distincts se dessinaient à partir des données déjà observées. Aucun ne reposait sur des hypothèses abstraites. Chacun prolongeait des dynamiques réelles, des adaptations visibles et des limites structurelles désormais identifiées. L'enjeu n'était pas de prédire, mais de se préparer à des chemins plausibles. Dans une trajectoire de continuité, le Burkina Faso poursuivrait l'ajustement progressif de son réseau de surveillance. Les seuils d'alerte seraient affinés à partir des deltas déjà mesurés, permettant de détecter plus tôt les variations significatives. Les intrusions se maintiendraient, mais sans franchir un seuil d'escalade ouvert. La pression resterait diffuse, contenue par une discipline opérationnelle renforcée. Cette stabilité relative offrirait du temps, sans pour autant supprimer la contrainte permanente. Dans une trajectoire plus favorable, un tournant pourrait émerger si les États voisins prenaient acte du risque partagé mis en évidence par les couloirs transfrontaliers. Une coopération sécuritaire graduelle permettrait une mutualisation partielle des capacités de détection.
L'échange de données non sensibles réduirait certaines zones aveugles, limitant les marges de manœuvre des intrusions isolées. Cette synergie régionale, encore fragile, contribuerait à une baisse notable de la fréquence des survols clandestins. Le ciel sahélien deviendrait moins perméable par simple effet de réseau. Dans une trajectoire plus sévère, la pression pourrait s'intensifier si des acteurs extérieurs déployaient des drones plus rapides, plus discrets ou mieux pilotés. Les mécanismes actuels resteraient pertinents, mais leurs marges se resserreraient fortement. La saturation potentielle des communications compliquerait la synchronisation du dispositif national. Chaque retard, même minime, deviendrait une faille structurelle. Le pays serait alors contraint de réallouer ses ressources pour absorber une pression devenue constante. Penser en scénarios multiples permettait d'éviter que l'urgence immédiate n'efface les options futures. Dans ce cadre, la recommandation centrale restait simple. Ne pas confondre accalmie et résolution, ni pression diffuse et absence de risque. Lorsque l'on quitte la lecture strictement stratégique pour observer les répercussions humaines, la séquence prend une autre dimension. Les signaux aériens, autrefois confinés aux écrans des opérateurs, devinrent progressivement des repères diffus, influençant la manière dont chacun percevait la stabilité du pays. Cette translation du technique vers le vécu créait des sensibilités distinctes selon les groupes. Pour les techniciens, opérateurs et relais locaux, le changement fut immédiat. Leur rôle se chargea d'une responsabilité nouvelle. Ils n'étaient plus de simples interprètes de données, mais les premiers maillons d'une chaîne de souveraineté. Chaque relevé précis, chaque transmission rigoureuse, contribuait à la solidité de l'ensemble. La routine se transforma en vigilance permanente, où l'erreur n'était plus seulement individuelle, mais systémique. Les étudiants, les citadins et les cadres régionaux cherchaient surtout des repères narratifs. Les explications officielles leur offraient un cadre factuel pour éviter la prolifération de rumeurs. Ce public, souvent éloigné des avant-postes, avait besoin de continuité et de cohérence. Comprendre ce qui changeait, pourquoi et dans quelle mesure cela affectait leur quotidien. Leur stabilité émotionnelle dépendait moins des détails techniques que de la lisibilité du discours public. Dans les localités éloignées, l'impact se manifestait indirectement. Les habitants percevaient surtout les conséquences des décisions prises ailleurs. Ajustement de communication, redéploiement de certains relais, interventions ponctuelles. Leur attente principale restait la continuité des services essentiels. Pour eux, la cohésion ne reposait pas sur la compréhension fine des signaux, mais sur la constance du soutien administratif. Ces trois regards montraient qu'une même pression pouvait remodeler à la fois les stratégies, les perceptions et les attentes. La crise ne se diffusait pas uniquement par les données, mais par la manière dont elles étaient partagées. Face aux incertitudes mises en lumière par les scénarios précédents, la réponse ne pouvait plus reposer sur une succession d'ajustements improvisés. Elle exigeait une méthode durable, capable d'absorber une pression prolongée sans fragmenter l'autorité nationale. Ibrahim Traoré plaça alors la cohérence et la continuité au centre du dispositif, en privilégiant une architecture disciplinée et mesurable. La première étape consista à établir un centre de fusion unique. Tous les flux de surveillance y convergèrent afin de réduire les pertes d'informations et les délais d'interprétation. Les opérateurs transmettaient leurs relevés selon un circuit standardisé. Le critère d'évaluation était simple: le temps écoulé entre la détection initiale et la décision opérationnelle. Une chaîne raccourcie diminuait mécaniquement les angles morts. La seconde étape porta sur l'ajustement progressif des capteurs. Les techniciens recalibrèrent les radars en intégrant les variations observées lors des phases critiques. L'objectif n'était pas d'augmenter aveuglément la sensibilité, mais de distinguer plus finement les anomalies pertinentes des bruits dénaturels. La performance se mesurait à la baisse des faux positifs et à la stabilité des alertes confirmées. La troisième étape concerna les postes avancés. Un format strict de signalement fut imposé pour chaque anomalie détectée. Cette standardisation supprimait les divergences d'interprétation et renforçait la comparabilité des données. La réussite se lisait dans la cohérence des rapports et la disparition des contradictions internes. Enfin, une ouverture régionale prudente fut engagée. Les États voisins furent invités à partager des informations non sensibles sur les couloirs aériens transfrontaliers. Cette coopération embryonnaire élargissait la couverture sans exposer de vulnérabilité critique. Le progrès se mesurait au nombre de zones surveillées, mais simultanément. Ces étapes transformaient une vigilance fragmentée en stratégie durable, capable de tenir dans le temps.
Lorsque l'on revient aux premières nuits de cette séquence, une image simple s'impose. Celle du soldat du secteur de Kaya, observant 3 soirs de suite la même trajectoire silencieuse, notée presque machinalement dans un carnet. Ce geste modeste, ignoré au départ, devint l'un des points d'ancrage permettant d'assembler une lecture que personne n'avait anticipée. À partir de là, chaque micro-coupure, chaque variation ténue prit une valeur nouvelle. Ce rappel du terrain éclaire la trajectoire suivie par Ibrahim Traoré tout au long de la crise. La réponse nationale ne s'est pas construite sur un choc spectaculaire, mais sur l'addition patiente de signaux faibles, relus, recoupés, disciplinés. Ce sont les détails jugés insignifiants qui ont forgé une vigilance collective bien plus robuste qu'une réaction tardive et brutale. Les collines, les relais isolés, les couloirs aériens discrets dessinèrent peu à peu une géographie intérieure où chaque observation comptait. Ceux qui avaient pris le temps de regarder longtemps offrirent au pays une résistance que la technologie seule n'aurait pas pu garantir. Leur persévérance montrait qu'une souveraineté peut se reconstruire à partir de traces presque invisibles, pour peu qu'elles soient lues ensemble. Le ciel ne ment jamais. La séquence retracée ne se limite pas à une question de surveillance aérienne ni à une suite de réglages techniques. Elle montre comment une nation apprend à se lire elle-même à travers les signaux qui la traversent et comment une vigilance collective peut naître de détails que beaucoup auraient écartés. Cette dynamique ne concerne pas uniquement les institutions. Elle touche à la manière dont une société observe, interprète et partage ce qu'elle perçoit. Dans ce processus, le public occupe une place discrète mais essentielle. Comprendre les enjeux qui se jouent au-dessus du territoire, même de façon imparfaite, contribue à maintenir un espace commun où les défis peuvent être discutés sans amplification excessive ni déni. La souveraineté devient alors un espace vécu, façonné autant par l'attention collective que par les dispositifs techniques. La trajectoire d'Ibrahim Traoré illustre cette idée simple. Lire les signaux tôt ne garantit pas l'absence de crise, mais augmente la capacité à y répondre avec cohérence. Reste une question ouverte, adressée à chacun. Dans votre environnement, quels signes faibles méritent d'être observés avant qu'ils ne deviennent évidents pour tous